Bonjour, c'est Louise. Bienvenue dans ce nouvel épisode de 7h30, le podcast qui parle de l'adoption. À mon micro, vous entendrez des femmes et des hommes qui ont été adoptés ou qui ont adopté. Ils nous témoignent de leur histoire, de leur parcours en toute authenticité et avec vérité. C'est parti, je te souhaite une belle écoute. Rencontrer Marisol. Avec son tempérament bien trempé, une pointe d'humour et d'autodérision, elle nous partage son enfance et son adolescence où elle garde tout pour elle, pour ne pas entacher l'image de la petite fille modèle adoptée qu'elle portait. Jusqu'au jour où les choses ont été dites, jusqu'à son voyage en Colombie, jusqu'à ce qu'elle trouve sa place avec son histoire d'adoption. Malgré encore aujourd'hui cette ultime question qui la travaille. Je te souhaite une belle écoute. Hello Marisol, je suis ravie de t'accueillir sur ce nouvel épisode de podcast. Comment tu te sens en ce début d'enregistrement ? Merci beaucoup déjà de m'accueillir sur cet épisode de podcast. Du coup, comment je me sens? Ça fourmille, hein. Ça fourmille. mais voilà, quoi. Je pense que je vais aussi laisser aller les choses telles qu'elles viennent. Donc, on va voir. Yes. Et alors, question, je commence toujours un peu par cette question. Qui es-tu et d'où viens-tu ? Ah, bonne question. Alors moi, de qui je suis? Je suis Marisol. Je suis née en Colombie, à Cali. Et je suis arrivée en Suisse, à Genève, à l'âge de 11 mois. Dans une famille suisse, vraiment suisse. Et voilà. Et qui je suis, là, ça c'est la question la plus difficile, je crois, au monde. On sait jamais vraiment toujours qui on est, mais si je devais me définir, je dirais que voilà, je suis quelqu'un qui a grandi ici, qui a fait des études, voilà, qui a un bachelor en travail social, et puis qui a évolué il y a quelque temps vers de nouvelles choses en fait, plus spirituelles. Donc je me suis mis à la pratique du chamanisme et de l'énergétique. Et du coup, aujourd'hui, je suis une énergéticienne, magnétiseuse et chamane. Mais je pense que tout ça est très, très, très lié à qui je suis, en fait. Voilà. Donc, j'ai 45 ans bientôt et je crois que j'ai enfin trouvé qui je suis, en fait. Tu te souviens de choses quand t'étais petite par rapport à ton adoption ou c'est plutôt des choses qui se sont manifestées plus tard ? Moi, je me souviens de très peu de choses. Après, c'est toujours difficile de savoir de quoi on se souvient parce qu'on nous raconte beaucoup. Et il y a un moment donné où moi, j'arrivais plus forcément à faire la part de ce qui est de l'ordre de mon souvenir et ce qui est de l'ordre du souvenir qu'on a mis dans ma tête, qui est pas faux, hein, mais qui m'appartient pas. Puis comme j'étais vraiment petite, 11 mois, ben même te dire par exemple que je sais que ma maman me lisait des livres qu'elle avait trouvés sur l'adoption avec des petits enfants de couleur et qui expliquaient tout ça et qu'elle me les lisait depuis très petite, donc je pense depuis l'âge de 2 ans, mais c'est un souvenir qu'on m'a dit. Je peux pas dire je m'en souviens. Moi, mes souvenirs les plus, je dirais les premiers souvenirs que je pourrais avoir de moi, je pense que c'est vers 4 ans, quoi. Quand même. Ouais. Et c'est quoi comme souvenir que tu as ? J'ai eu la chance de grandir dans une belle maison avec un grand jardin, dans un village aussi. Alors c'était une chance parce que j'ai vraiment été accueillie par mes parents, mais aussi par le village, ce qui est pas toujours facile ni le cas quand on est dans des petits villages. Or là, j'étais vraiment la chouchou. Enfin, j'ai eu un moment où j'étais la chouchou de tout le village, les personnes âgées, les amis de mes parents qui faisaient partie de beaucoup d'associations, la chorale, la commune et tout, venaient me voir. C'était limite le défilé, quoi. Donc, du coup, j'étais très accueillie, très attendue, c'était le projet de mes parents qui s'est élargi au projet de la famille, puis au projet du village un peu, tu vois. Donc mes premiers souvenirs, c'est l'école, hein. Quand je te dis 4 ans, c'est vraiment les débuts de l'école. J'ai 2 ans, j'ai eu 2 ans après mon arrivée, j'ai eu un petit frère qui est arrivé, enfin que mes parents sont allés chercher.
Donc on a 2 ans de différence avec mon frère, qui vient pas du même orphelinat, ni même du même, enfin de la même ville. Mais ouais, je me souviens vraiment, les premiers souvenirs, c'est la fin du jardin d'enfants, le début de l'école primaire, une maîtresse que j'adorais parce que elle était géniale. Ouais, je crois que c'est vraiment mes premiers souvenirs, honnêtement. Ce sont des chouettes souvenirs en tout cas. Mm, Et ouais. après, en grandissant, est-ce que l'adoption, c'est un sujet que tu abordais avec tes parents? Ben, oui et non. Beaucoup non. Oui, dans le sens où c'était pas tabou. Loin de là. Donc mes parents, ils ont toujours ouvert de temps en temps une porte en me disant si tu veux qu'on parle ou si tu veux de l'aide. Très rapidement, vers mes, je pense, entre 12 et 15 ans, ils m'ont donné mon classeur d'adoption dans lequel il y avait toutes les lettres qui avaient été faites ben, justement par les gens du village. Parce quand il y a le processus pour avoir l'agrément, il faut avoir des lettres de plein de gens. Enfin, on connaît le processus. Et du coup, ben, ça m'a fait, ouais, ça fait bizarre de lire enfin, c'est ce que les gens disaient, quoi. Et puis voilà, quoi. C'est vrai que du coup, comme j'avais mon classeur d'adoption, ben, en fait, je l'ai mis dans un coin. Parce que pour moi, l'adoption, ça voulait rien dire, au sens où j'avais un papa, une maman, un frère. Point. Et si on m'avait demandé, j'aurais même pu aller jusqu'à dire et je suis blanche. Voilà. Donc oui, on me disait, de toute façon, même mes potes me disaient, mais t'es un bounty de toute façon. Parce que t'es black, mais tu penses comme les blancs. Donc voilà quoi, je veux dire, mais c'était pas jamais méchant, hein. Je l'ai jamais mal pris, ça n'a pas été mal vécu, loin de là, c'était une blague entre nous même. Mais voilà quoi, c'était vraiment ça quoi. Je me percevais pas du tout comme un autre enfant en fait. Et c'est Pourtant chouette j'ai de... vécu du racisme, hein. C'est ce que j'allais dire. Ouais, j'ai vécu du racisme très jeune, tout le long de l'école primaire, même par des filles de ma classe. Mais ma mère me disait toujours, un enfant par nature ne peut pas être raciste, alors ne lui en veux pas trop parce que si on te dit ça, c'est que ça vient de ses parents. Hmm. Et rien que le fait qu'elle me dise ça, bah je dirais pas que c'était facile à vivre parce qu'à chaque fois qu'on me le faisait, je quittais l'école. Sans rien dire, hein. Voilà. Si à la récré, ce groupe de filles me tombait dessus, je partais. Je rentrais chez moi à pied. J'étais dans un village à moins d'1 kilomètre, je partais. Et je pleurais beaucoup, mais jamais devant ma mère, jamais devant ceux qui m'agressaient. J'étais quelqu'un de très... je vivais que mes peines seule, c'est-à-dire la nuit entre moi et mon oreiller. Hmm. Donc Voilà. c'est pas, mis à part le fait que ta maman t'ait dit que en général ça vient des parents qui transmettent à leur enfant, c'est pas un sujet que tu as vraiment abordé du coup avec tes parents, cette notion de racisme? Non, puis un jour ça a été quand même un peu plus loin parce que après presque 6 ans de harcèlement, une seule fois, j'ai mis une claque. J'ai répliqué, quoi. Mais une baffe, quoi, hein, d'enfant, quoi. Enfin, tu vois, 11 ans, quoi. Et la mère de cette fille qui m'avait harcelée pendant presque depuis l'enfantine, donc ça fait même 8 ans, ça fait pas que 6 ans, a fait tout un barouf. Elle allait voir ma mère en disant que de toute façon je devais pas être normale psychiquement, que j'avais de la violence en moi, que c'était scandaleux, que j'avais giflé sa petite chérie. Mais ce qu'elle savait pas, c'est que sa petite chérie, elle me poussait du mur tous les jours de la semaine et puis qu'elle me traitait de sale négresse, puis qu'elle me disait rentre chez toi et puis que voilà quoi. Mais là ça, je crois qu'elle a jamais voulu l'entendre. Mais bon, puis ma mère a voulu intervenir plusieurs fois, mais j'ai toujours refusé. Je voulais pas. Pour moi, c'était, je dois apprendre, je dois me défendre toute seule. Donc, elle m'a dit non, je vais venir à l'école et tout. Je dis non, tu viens pas, quoi. Pour moi, c'était vraiment débrouille-toi seule, quoi. Et qu'est-ce que tu as fait du coup pour te débrouiller seule?
À part mes petites fuites de l'école, pas grand-chose. Puis après, c'était le cycle. Donc, enfin, en France, c'est le collège, mais en côté qu'on passe dans une autre école, quoi. Et du coup, là, ça remixe les cartes parce qu'on n'est plus avec sa classe et on rencontre d'autres gens. Et puis au final, c'est très, très différent. Et du coup, je voyais plus tellement ces gens. Et puis, j'ai toujours eu une propension à m'entendre mieux avec les gens plus âgés que moi. Donc, aussi, quand moi j'avais 11 ans, je traînais avec ceux qui en avaient 15. Et ils s'attachaient à moi, même les pires. Hein, et alors là, il n'y en a pas un qui me faisait du mal. Hein. Parce que s'il y en a une qui me disait un truc, j'avais un copain qui s'appelait Chicho, qui était méga baraqué. Et il pouvait soulever n'importe qui avec la main comme ça. Et si à lui, je lui disais, ouais, ce que je faisais pas, parce que je suis pas une pleurnicharde, que ça soit clair, mais si j'avais eu besoin, alors là, c'était fini. Donc j'ai pas vécu après, j'ai plus vécu ce racisme et ce harcèlement. Ça s'est arrêté par le fait de changer d'école. Ouais, le fait de changer d'école, et toi, t'avais aussi trouvé ton moyen de te sentir en sécurité par ton entourage aussi. Oui, mais j'ai jamais vraiment eu peur. J'ai toujours été un peu quand même une tête brûlée. Hein. Je veux dire, j'avais une fille qui voulait une fois que je veuille un truc pour elle et tout, et puis je lui ai dit non. Elle m'a dit, je t'attendrai à l'arrêt de bus, puis je te casserai la gueule, puis je lui ai répondu, viens, je t'attendrai. Puis elle est jamais venue. Puis c'était une grande, enfin, par rapport à moi. Hein. Donc, quelque part, je crois que j'ai décidé par moi-même assez jeune de faire fi du racisme. Et puis de le tenir comme ça, très à distance, en me disant que quelque part, je vaux mieux que ça. Enfin, je vais pas rentrer dans tous ceux qui vont me faire une remarque, parce qu'alors ma vie, ça va être un enfer à ce moment-là, quoi. Et à partir de là, comme je prenais rien mal, du coup, tu vis pas mal. Puis voilà, je laissais couler. Donc, j'ai pas souffert trop de ça, en fait. Voilà. Ok. Et alors, quand on a échangé ensemble, là, il y a quelques jours, tu me disais qu'à un moment, le sujet de l'adoption, c'était devenu un sujet tabou pour toi. Est-ce que tu pourrais développer un peu ça? Déjà, c'était devenu un sujet tabou parce que quand tu l'es et qu'en plus tes parents sont blancs et toi de couleur, et que tout le monde te dit mais t'as jamais eu envie de retrouver tes vrais parents? Alors moi déjà ça c'était quelque chose d'extrêmement blessant. C'était comme faire offense à mes parents. Donc non, j'ai jamais eu envie, j'ai pas envie. Donc du coup, j'étais suisse. J'étais mais pourquoi vous venez me chercher là-dessus quoi? Je suis suisse, j'ai grandi à Genève. Comme vous, je connais les règles, les lois. J'étais à l'école ici. Et toute personne qui pouvait me demander mais t'as jamais eu envie? Non, c'était un non franc et non discutable. Donc de fait, t'imagines bien que j'en parlais pas avec d'autres. Enfin, ça devenait quelque chose qui n'existait pas. J'étais simplement Marie seule, fille de sa maman et de son papa, et qui a un frère. Voilà. Donc, donc voilà, c'est après que j'ai perçu ce côté déni. C'est pas pendant que tu le vis. Pendant que tu le vis, ça te semble normal. Tu choisis de te placer dans un certain, on va dire, prisme. Tu dis voilà, c'est comme ça. Le reste, ça doit suivre. Tu ne poses même pas de questions, en fait. Et après, ce qui a commencé aussi à réveiller peut-être un peu les choses, quand j'avais 18 ans, 18-19 ans, je faisais de la danse country. J'adorais faire ça. Et puis, j'allais tout le temps dans un bar. Puis un jour, ma mère, après 2 ans de cours, me dit ah, mais c'est vrai, c'est cool et tout, ça me dirait bien, ça t'embête si je viens suivre le même cours que toi. Puis je lui dis non, viens. Et puis, toute heureuse, le cours d'après, je dis ouais, c'est super. Et on était vraiment
plus qu'une quarantaine, quoi, tous des cow-boys, quoi. Et du coup, j'étais tellement fière et j'étais là, ouais, il y a ma mère qui va rejoindre le cours, il y a ma mère qui va rejoindre le cours. Bon, elle a rejoint le cours et quand on arrivait, en plus, on avait des profs canadiens, donc c'était assez cadré, tu discutes pas 1000 heures avant et après, tu vois. Puis au bout de 2 mois ou 2 mois et demi, comme ça, il y a quelqu'un qui vient vers moi de ce cours, un ami, hein, qui me dit, mais ta mère, elle est jamais venue en fait au cours. Puis là, ça, je crois que ça a été le premier éveil de quelque chose, quoi. Je dis, mais attends, tu déconnes ou quoi? Je dis, ma mère, ça fait 2 mois et demi, presque 3 mois qu'elle suit le cours. Ah bon? Elle est où? Puis elle était en plus à 2 mètres de moi. Je fais, bah retourne-toi, elle est là. Alors là, j'ai vu les yeux de la personne qu'on triplé, quadruplé, quoi. Mais pour moi, c'était tellement logique. C'est ma mère. Et là, je crois que ça a commencé petit à petit à me dire, attends, ça va pas être si simple de passer comme ça inaperçu en famille, dans le cadre de la famille, en parlant de la famille. Voilà. Puis en fait, tout ce que tu remarquais pas, parce que quand tu mets un déni, tu remarques pas les choses en fait. Eh ben, j'ai commencé à les remarquer. Par exemple, un exemple bête, tu prends un taxi, puis le taxi dit ah, vous êtes marié? Non. Pourquoi je serais mariée? Ah non, je sais pas, avec le nom que vous avez, enfin un truc où tu dois mettre ton nom, ou Uber, ou j'en sais rien quoi. Non, pourquoi je devrais être mariée? Non, parce que Marisol, ok, votre couleur, mais quand même, Schweig Gao, enfin votre nom quoi. Je dis, ouais, mais je suis pas mariée. Ok. Ou alors on me disait, ah, mais alors si vous êtes suisse, du coup, c'est votre maman qui est noire ou votre papa qui est noir? Je disais, aucun des deux. Ils sont les deux blancs. Puis je voyais les gens, mais alors comment c'est possible? Et en fait, là, je commençais à prendre conscience que c'était même pas hyper connu et logique pour la majorité des gens qui est des gens adoptés, en fait. Parce qu'ils n'arrivaient jamais à l'adoption, en fait. C'était soit mariage, soit un père, soit... Et là, ça a commencé aussi je comprenais toutes ces choses. Et du coup, je me disais, non, mais là, il y a quand même un problème, quoi. C'est pas possible. Et là, c'est moi qui ai commencé à me dire, bon, bah, peut-être que, en fait, je peux pas vivre comme je veux. Je peux pas vivre comme j'ai envie, c'est-à-dire en me disant, oui, avec mes copains, on s'éclatait, j'étais blanche. D'ailleurs, il y en a qui me le rappellent encore quand je sors, puis que quand on déconne maintenant, ils me font, de toute façon, toi, tu t'en fous, t'es blanche. Je dis, ouais, je sais. Mais, voilà, quoi, c'est là qu'à un moment donné, tu te dis, waouh, faut que quand même peut-être j'aille penser un tout petit bout plus loin, quoi, parce que, en plus, c'est blessant. On oublie aussi des fois de dire que c'est pas grand-chose, mais ça pique. Tu vois, c'est pas le truc très méchant, mais ça pique. Puis plus ça pique, ben au bout d'un moment, t'en as marre que ça pique, quoi. Donc, ben quand t'en as marre que ça pique, puis que t'es comme moi, bon, moi en plus j'ai droit à être une hypersensible, comme beaucoup d'autres, mais ça fait pas forcément partie de l'adoption, mais c'est le cas. Quand même d'avoir un petit peu un côté haut potentiel par moment. Donc c'est pas évident pour moi. Parce qu'avec la grande sensibilité que j'ai, mais que j'ai jamais montrée, enfin, je l'affichais pas, moi personne ne m'a jamais vu pleurer, hein, à part 2, 3 personnes, je cachais tout en fait. Et même ma mère me disait, ah c'est pénible parce qu'avec toi on sait jamais rien. Et pourtant, si tu savais. Mais justement, à un moment, t'as pas envie d'exploser, tu vois, de crier, je sais pas, de taper, voilà, de sortir un peu tout ce que t'as à l'intérieur de toi? Alors, pendant longtemps, non, parce que j'étais très en lutte j'ai toujours eu très peur de ma violence. Et en fait, quand j'étais jeune, j'ai rencontré une fille avec qui j'ai vécu 4 ans. Et elle me tapait dessus.
Et en fait, moi, je faisais encore le triple du gabarit que tu vois en face de toi. Donc, je me disais, le jour où je lui tape dessus, je la laisse morte. Donc, j'avais une telle peur de ma violence que je la laissais dormir, mais limite enterrée. Donc, du coup, ben, quand tu réprimes toute ta violence, en fait, tu n'as plus de violence dans rien, ni dans tes mots, c'est pas que physique. Et du coup, t'enfermes, et puis bon, je voyais quand même une psy, parce que j'ai commencé à développer évidemment des... J'ai fait des attaques de panique, et je savais pas évidemment d'où ça venait, parce que moi, je faisais pas le lien. Donc, tout ce qui devait sortir, ça sortait en fait sous forme de crise de panique, ou d'un coup j'étais tétanisée. Après il y a eu la période pendant 1 an où je pouvais plus aller au ciné parce que j'étais sûre que j'allais vomir et puis que j'allais devoir déranger tout le monde. Enfin, ouais, je développais des troubles du comportement, des TOC, quoi. J'ai dû travailler presque plus d'1 an en thérapie cognitivo-comportementale pour pouvoir refaire des choses, même conduire, j'ai dû arrêter pendant plusieurs mois. Et ça, moi, j'y liais quand même toujours pas à l'adoption, hein. J'y liais à moi, j'y liais à mes vécus avec mes compagnes, j'y liais, parce que j'ai eu quand même plusieurs compagnes, une perverse narcissique, celle qui tapait, l'autre qui m'enfermait. Il y a eu tellement de choses que je liais à tout sauf à l'adoption, en fait. Voilà, en fait, en gros. Et, euh, et puis, quand vraiment ça a commencé à se manifester, ça montait, ça montait, ça montait, ça montait. Et je me souviendrai toujours parce qu'à l'âge de 36 ans, un jour, je suis rentrée de chez ma psy. J'ai pris un bloc-notes comme ça et j'ai écrit, mais je crois que j'ai écrit, j'avais 16 pages de tout ce que je reprochais à mes parents, de ce que j'avais vécu pendant mon adolescence, de ce qu'ils avaient pu me dire, de comment ça m'avait touché, que c'était pas juste, de la différence que je chantais avec d'éducation ou d'amour avec mon frère. Et en fait ça s'est fait mais sur un coup de rage justement, et en fait quand j'ai fini mais tu sais c'était vraiment quand t'écris comme ça, tu sais, les dents serrées et tout, j'ai envoyé un message à ma mère, j'ai écrit simplement faut que je vous parle. Puis elle m'a répondu ben viens quand tu veux, ton père est là, on t'attend. Une demi-heure après j'y étais. Et on a pris 4 heures où j'ai tout déballé, ce que j'avais à dire, quoi. J'avais 36 ans. Et du coup, il y avait aussi des questions. Il y avait des questions qui attendaient des réponses. Et puis, il y avait surtout des prises de conscience que j'avais très envie qu'ils prennent. Sur tout ce qui avait été très, très dur pour moi. Donc, par exemple, je voulais qu'ils prennent conscience que, par exemple, ils avaient une espèce de team entre ma mère et mon père de 3 ou 4 phrases assassines. Comme moi, c'est comme ça que je les appelais parce que c'était comme me planter un couteau. Et j'avais besoin qu'ils entendent et qu'ils comprennent qu'à chaque fois que ma mère me disait et quand j'avais 12 ans, hein, 13 ans, 14 ans, si t'es pas contente ici, t'es chez nous. Donc tant que t'es sous notre toit, ça se passe comme nous on décide. Et si t'es pas contente, tu peux faire ta valise, la porte elle est là. Waouh, ok. Ou quand vraiment, parce que ma mère, elle est extrêmement aimante, hein. C'est quelqu'un que j'aime énormément, hein. Mais quand elle monte dans la colère, c'est comme s'il y avait plus de contrôle. Et là, elle va tout dire, mais elle le pense pas. Sauf que toi, quand tu le reçois, elle a pu dire, par exemple, bah, si c'était à refaire, plus jamais on adopterait. Ah ouais, ok, super. Je fais quoi? Je reste, je pars. Tu vois, je veux dire, quand t'es en plus ado, mais je fais quoi? Enfin, voilà, où mon père me disait, par exemple, parce que j'avais des difficultés des fois en maths, où je répondais pas à leurs attentes, en fait. Ça, comme tout parent, hein, il y a une projection sur l'enfant qu'on va avoir, mais alors là, on a encore plus de pression, moi j'ai l'impression des fois, surtout parce que l'entourage,
les valorise toujours tellement. C'est magnifique, vous avez sorti un enfant de la misère. Waouh, c'est incroyable. Faut vraiment avoir du cœur pour faire ça. Mais à nous, vous nous demandez ce qu'on en pense d'avoir été cherché là-bas et d'être venu ici ou comment ça se passe. Donc, mon père me disait toujours, tu n'es pas bonne à rien, t'es mauvaise en tout. Ok. Ça aussi, c'était un truc qui piquait. Alors qu'en fait, j'étais hyper bonne en littérature, j'étais nulle en maths, puis lui, il était ingénieur, donc forcément, mais lui, c'était une blague. Après, on s'est tout expliqué, hein, mais pour lui, mais j'ai pu lui dire, mais moi, tu me détruis, quoi. Je sais plus où trouver euh, mes ressources et ce que je sais faire de mieux. Écrire. Parce que d'ailleurs, depuis mon plus jeune âge où je savais écrire, c'est moi qui écrivais les textes des cartes d'anniversaire parce que mes parents ils trouvaient que j'écrivais extrêmement bien, puis que j'avais toujours une créativité incroyable et c'est moi qui écrivais les cartes pour tout le monde. Mais du coup, ça partait un peu plus en second plan. Donc ouais, j'ai exprimé toutes mes souffrances à ce moment-là. C'était un beau moment parce que voilà, ils ont pleuré, j'ai pleuré, tout le monde. Enfin, il n'y avait pas mon frère, hein, c'était vraiment entre eux et moi. Et, euh, et je pense que ça a été salvateur pour moi parce que c'était le moment. Et après, ben du coup, j'ai senti un apaisement aussi dans nos relations parce que moi, je suis très fuyante. Hein, je m'impose pas. Je suis transparente. Je peux me rendre transparente. Donc, j'étais à l'extérieur, je suis très exubérante, drôle, voilà. Mais dans ma famille, s'il faut que je disparais. Donc, j'étais dans ma chambre ou avec mes potes dans le village, mais quand je rentrais de l'école, on me disait ça va. Ça va. Voilà. Pour les colères et je crois que c'est un peu tout ce que je peux te dire par rapport aux colères, aux tristesses, aux peurs. Et, euh, et du coup, ben, ces phrases-là, ça alimentait, comme je t'en ai parlé la première fois, même si quand tu as 12, 13, 14, 15, 16, 17 ans, tu as une part de toi qui est raisonnable, parce que tu as la raison, j'avais pas de handicap psychique avéré, rien, hein, mais en attendant, il y avait tout un espace de fantasmes négatifs qui, à chaque fois qu'il y avait des choses dures ou qu'il y avait ces phrases, me laissaient croire, mais c'était plus ressentir dans le ventre qu'on pouvait me jeter comme on m'avait pris. Et ça me terrorisait. Donc comme ça me terrorisait, et ben du coup, fais le moins de bruit possible, sois sage, essaye de répondre au mieux que tu peux, et pourtant tu vois, voilà quoi, mais voilà. Mais j'avais en même temps des parents, après, aujourd'hui, je crois que je peux dire qu'ils étaient quand même exigeants sur certains points. Et mon frère n'a pas eu les mêmes exigences. Et ça, c'est aussi dur à vivre. Parce que moi, à 11 ans, ma mère, elle m'a pris la main. Elle m'a dit, tiens, cadeau. Je dis, ah, c'est quoi? Elle me dit, c'est un pouf à linge. Je dis, oui. Et bah, à partir de maintenant, viens avec moi, on va aller à la cave et je vais te montrer comment on fait une lessive. Et à partir de maintenant, je ne veux plus voir un de tes habits dans le sac à linge familial. Ok, donc j'ai appris. Puis de temps en temps, ben, j'avais un t-shirt, un t-shirt quoi, que j'essayais. Et je pense que j'essayais inconsciemment, hein. Mais je sais que je le faisais, mais il y avait de l'inconscience pour tester, je crois, derrière. De le mettre dans leur truc, elle me le sortait. Elle me disait, ça, c'est pas à nous, ça. Ça, c'est à toi. Et du coup, moi, de 11, 12 ans, 13 ans, je devais faire mon ménage, je devais rien laisser traîner dans ma chambre, alors que mon frère, elle lui faisait sa chambre, elle lui faisait son ménage, lui, il n'y avait pas de problème. Pourtant, Dieu sait que ici, si moi j'étais bordélique, lui, je pense qu'on se valait bien. Mais voilà, elle m'a retourné un jour toute ma chambre, vidé tous les tiroirs, toutes les armoires au milieu. Je suis rentrée de l'école, j'avais 42 fièvre. Je rentrais de l'école de com, elle me dit, bon, là t'es malade, alors je vais te soigner, pas de problème, mets-toi au lit.
Par contre, quand ça va aller mieux, tu vas me ranger tout ce bordel. Et ça, tout ça, c'était motivé pour quelques habits sur un fauteuil. Voilà, donc moi, je trouvais ça tellement injuste que du coup, c'était dur pour moi. C'était dur. Et donc j'imagine que suite à la longue lettre que tu as écrite et échangée avec tes parents, ça t'a permis vraiment d'apaiser les relations que vous avez entre vous. Est-ce que eux, ça leur a permis de prendre conscience de choses qu'ils imaginaient même pas de leur côté? Écoute, je pense que oui, mais comme tu vois, je vivais déjà plus à la maison, hein. À 36 ans, j'étais loin, donc voilà. Je pense que oui. Après, mes parents sont des gens extrêmement discrets. Je veux dire, même enfant, je les ai jamais entendus, ne serait-ce que s'engueuler une fois, hein. Donc, c'était vraiment, je pense, soit quand on dormait, soit quand on n'était pas là, s'il y avait un désaccord. Mais donc, ils ont dû, je pense, en parler, mais moi, ça, je l'ai pas su. J'ai plutôt perçu après que les relations étaient un peu plus légères, un peu plus pacifiées. Mais ils m'ont pas dit clairement, bah écoute ma chérie, on se rend vraiment compte que voilà, on va essayer de ne plus dire ces phrases. Ma mère m'a répondu, hein, elle m'a dit oui, mais je le pense pas. Sur le moment qu'on s'est parlé, elle m'a dit mais quand je pète les plombs, que je monte dans la colère, puis elle le disait même pas forcément pour moi, elle pouvait le dire pour mon frère. Même moi, si j'étais dans la maison, c'était pour nous deux. Donc mais voilà, elle m'a pas dit, je vais essayer de plus, enfin, je me rappelle pas qu'elle m'ait dit, je vais essayer de ne plus le dire ou moins le dire, mais par contre, j'ai eu le sentiment qu'elle le disait moins et qu'elle le faisait beaucoup moins. Donc c'est la seule règle que je peux avoir de cette discussion. Mais moi, elle m'a fait du bien parce que au moins tout était sorti de moi. Après, le reste, voilà. Oui, après il y a ce qui leur appartient à eux, et tout Voilà. ça. Et effectivement, le plus important, parce que là on parle de toi, c'est que toi ça ait réussi à t'apaiser et t'apporter, ouais, une forme de paix par rapport à tout ce que tu avais vécu. Et et je pense que ça devait être, enfin, j'imagine en tout cas que ça devait être difficile au possible d'enchaîner un peu, tu vois, toutes les choses qui n'allaient pas, que tu avais vécues, que tu avais aussi peut-être interprétées, qui toi t'ont blessé profondément et viscéralement, et devoir exposer ça à ses parents. Enfin, en fait, je dis ça, mais pour souligner le courage dont tu as fait preuve Je aussi, te parce que c'est remercie. important. Merci beaucoup. Je l'ai pas perçu comme ça, non, mais merci. C'est important. Euh, On va enchaîner sur un autre sujet dont tu m'as parlé il y a quelques jours. Tu es retournée donc en Colombie. Est-ce que tu veux bien, on va partir sur du un peu plus joyeux, je pense, nous en parler? Comment ça s'est fait? À quel moment tu t'es dit je retourne en Colombie? Qu'est-ce qui s'est passé? Enfin voilà, je te laisse nous en parler comme tu as envie de nous en parler. Bah alors, suite, je pense justement à cette magnifique explosion. Là, il a fallu à un moment donné que j'accepte. J'accepte que bah voilà, j'étais colombienne et puis qu'il fallait que je fasse quelque chose en tout cas. Alors pas en lien avec la Colombie, hein, toujours à Genève, mais du coup j'en avais parlé avec ben, ma psy. Et ensuite, elle m'a dit, ben, parle-en à tes parents, quoi. Donc j'en ai parlé à ma mère. Et là, ma mère m'a tout de suite donné une réponse. Elle m'a dit, ah ben écoute, je sais qu'il existe à Genève une association qui organise un café des adoptés. Et ils se réunissent tous les temps de mois, va voir sur Internet. Ok, bon, je vais voir sur Internet. Et comme rien n'arrive sans rien, évidemment, je vais voir sur Internet le jeudi et le café a lieu le samedi, tu vois. Donc, à Genève, parce qu'en plus, il tournait, hein. Donc, c'était un café des adoptés qui faisait Genève, Lausanne pour les adoptés, canton de Vaud, mais on pouvait y aller. D'ailleurs, on y allait souvent, mais Genève, Valais, et maintenant, il y a jusqu'à Bienne. Voilà. Donc, ben, je suis allée au café des adoptés. Puis je me suis dit, bah, je vais aller voir ce que ça donne. Et j'arrive, donc c'était au Grottes, qui est un quartier un peu populaire, dans une crêperie comme ça.
Ils étaient pas beaucoup ce jour-là. Je crois que c'était bien. C'était pas mal parce que des fois on a pu être beaucoup et voilà. Quand tu viens pour la première fois, c'est jamais facile. Et et puis c'était très bien géré parce que voilà, on m'a laissé mon temps de parole pour me présenter. Et j'ai fait très bref. J'ai dit ben voilà. J'ai été adoptée en telle année, à tel endroit, etc. Jusqu'à maintenant, l'adoption, ça m'intéressait pas. Maintenant, voilà, il s'est passé passablement de choses et je crois qu'il faut que j'ouvre un peu, mais de toute façon, ça changera pas mon avis. Mon père, c'est mon père, ma mère, c'est ma mère, et je suis suisse. Et, euh, et aujourd'hui encore, Pauline, qui gérait le café des adoptés, elle me dit, non mais toi, en 6 mois, t'es passé de tout à rien, quoi. Je dis, c'était de j'en ai rien à foutre à t'es en Colombie, quoi. Donc, c'était un peu ça. Donc, du coup, j'allais à ce café. Et puis un jour, lors d'un des cafés, un des jeunes, enfin jeunes, oui, on était jeunes, on est toujours jeunes, qui revenait de Colombie, vient et dit ah ben voilà, moi je reviens de Colombie, de Cali, où j'ai rencontré Mercedes. Et là, moi, le cœur qui se met à battre et tout, parce qu'en fait, quand on était placé dans l'orphelinat, au moment où l'adoption, elle était, je dirais, ratifiée, quoi, et que les parents allaient venir passer un mois dans le pays déjà pour voir comment l'enfant s'adaptait et aussi pour faire les papiers, on nous sortait de l'orphelinat et on allait un peu chez une nounou où on est témoin, quoi. Elle avait toujours trois, quatre enfants parce qu'il y avait trois, quatre couples qui étaient là et qui faisaient les papiers. Et du coup, moi, Mercedes, je sais pas pourquoi, dans ma tête, elle était décédée depuis bien longtemps. Et là, j'apprends qu'elle est vivante et j'ai l'impression que le monde à la fois s'ouvre sous mes pieds et en même temps s'ouvre mais vers le ciel par rapport à ma tête, à mon âme, à mon esprit. Et là, c'est comme ça, quoi. C'est il faut que j'y aille. Et puis en plus, c'est il faut que j'y aille et il faut que j'y aille vite. C'était pas il faut que j'y aille, ouais, quand j'aurai le temps dans 5 ans, quoi. Et donc on a terminé. Et puis il finit, il dit ah oui, puis au fait Mercedes a dit parce que comme on était quand même beaucoup de latins et que cette femme qui travaillait avec le bureau genevois d'adoption et tout ça a envoyé 250 enfants venant de Colombie, hein, de toute la Colombie en Suisse. Du coup, elle a dit ben Mercedes vous transmet un message et elle dit je vous attends. Et moi ça m'a touchée mais d'une force. Et j'ai dit, ben attends, parce que là, je vais venir, quoi, en moi, tu vois. Et là, par contre, j'étais bouleversée. Là, je suis sortie, j'ai pris mon portable, j'ai appelé ma mère. Je lui ai dit, écoute, maman, Mercedes, elle est vivante. Elle me dit, mais bien sûr qu'elle est vivante, pourquoi tu croyais qu'elle était morte? Je dis, oui, oui, pour moi, elle était morte, quoi. Et du coup, à partir de là, j'ai dit, maman, il va falloir que je la voie, quoi. Va falloir que je fasse vite. Oui, bah, tu iras en Colombie quand tu pourras. Et ça, c'était pas du tout méchant, hein. C'est que je travaillais, voilà. Puis qu'il fallait que je mette de côté, et puis que la Colombie, c'est pas la porte à côté, et puis tout ça. Mais du coup, ça a déclenché chez moi une forme de dépression assez intense. Et j'ai dû aller chez mon médecin. À un moment, j'ai dû prendre des antidépresseurs, des anxiolytiques, des choses comme ça. Et mon médecin me disait à plusieurs reprises, mais tu crois pas que là, tu aurais besoin peut-être d'aller connecter avec ta terre, avec d'où tu viens. Non, non, la première fois. La deuxième fois, ouais, mais bon, tu crois que c'est facile. T'imagines, j'ai rien que le billet, ça va me coûter 1800 balles. Puis après là-bas, bon là-bas c'est pas le plus cher, mais enfin il faut déjà, voilà. Oui, mais enfin bon. Et la troisième fois, j'étais au fond du trou. Elle m'a dit ça. Et là, j'ai appelé ma mère le soir. Et ma mère, elle a ce truc où à ma voix,
Elle sait tout de suite, même si elle dit jamais rien. Elle attend toujours que ça soit moi qui dise, mais elle sait. Puis après, elle m'a dit, écoute, ton frère est déjà parti 4 fois ou 3 fois, je sais plus. On lui a permis d'y aller, on va te permettre à toi d'y aller, pars. Et là, waouh. Et je dis, mais je vais faire comment? Enfin, tu sais, on te dit, tu peux partir, mais comment tu vas faire? Comment? Et du coup, elle dit, attends, on a un copain voyagiste. Elle a téléphoné, elle m'a dit, d'abord, dis-moi, tu veux quoi et tout. Le lendemain, j'étais chez Payot. J'étudiais le Lonely Planet, tout ça, parce que bon, voilà, le routard, tout ça. Et en fait, j'ai dit, ben voilà, j'aimerais aller à Cali. Et à Cali, j'ai pu retourner dans l'hôtel dans lequel étaient mes parents quand ils sont venus me chercher. Alors déjà, bon bah ma mère du coup m'a organisé ce voyage. Il a été organisé 15 jours après je partais. Et en plus j'avais mon papa qui était gravement malade, atteint d'un cancer qui se soignait, qui n'était pas possible de soigner. Il avait tenté l'opération, beaucoup de mal à s'en remettre, et moi en plus qui était très, j'aime mes deux parents très fort, hein, mais j'étais une fille à papa, très attachée à mon père. Donc, mais là, la force du pays, elle était, je sais pas, comme si je savais que de toute façon, même en partant, s'il allait avoir quoi que ce soit, mon papa, il allait m'attendre. Mais là, fallait que j'y aille, quoi. Donc, j'avais tellement entendu parler de cet hôtel, parce que quand mes parents y étaient, il y avait des trous, euh, la chambre où ils étaient, ça prenait l'eau, c'était leur... Ma mère, elle le raconte en rigolant, et j'adore, avec son humour, genre, non mais imagine-nous avec toi qui avait 11 mois, mais qu'on faisait 6. Il faisait froid, tout était humide dans cette chambre, il n'y avait pas l'eau courante, alors pour te faire tes biberons, ton père il devait descendre parce qu'on était tout en haut. Et tout ce qu'ils ont raconté finalement, de pouvoir le voir, bon, refait à neuf, magnifique, piscine, hôtel très beau, mais qui garde pour nous l'hôtel des adoptés, même s'il s'appelle Hôtel Stein Colonial, parce que c'est des Suisses colombiens qui ont pris cet hôtel. Et d'ailleurs, il est aménagé pour ça, hein. Il y a toute une aile où c'est des chambres, il y a des jeux pour les enfants. Donc, je sais pas maintenant, à l'international, il y a moins d'adoptions, mais ça, c'est resté en tout cas. Et, euh, et en fait, d'être dans cet hôtel, ben, c'était un peu repartir presque, même avant le point zéro, parce que j'ai même fait une photo pour mon père, parce qu'il y a une photo où il est sur l'escalier, il y a un bel escalier qui descend, et je me suis mis exactement à la même place et j'ai fait cette photo, et je l'ai envoyée. Et mon père avait beaucoup de mal à communiquer, il était très faible, mais ma mère lui a montré et elle m'a dit ton père est très ému. Parce que je m'étais mis, c'est exactement, si tu vois les photos, lui avec un bébé dans les bras et puis après moi, là. Voilà. Et ensuite, ben, quand je suis arrivée là-bas, avant de partir, 4 jours ou 5 avant, ben, je me suis dit, Marisol, maintenant, prends ton courage à deux mains parce que tu as le numéro de Mercedes. Mais tu parles pas l'espagnol. Enfin, je le parle comme ça parce que, comme tout le monde, j'allais à Barcelone comme les jeunes et tout. Et donc, j'ai tout écrit, parce que expliquer, voilà, j'étais adoptée, c'est pas évident. J'ai tout écrit, et un soir, j'ai dit, c'est maintenant, prends ton courage. J'ai pris mon téléphone, tac, et j'ai appelé. Et là, je suis tombée sur Henri, son fils, qui lui parlait un peu le français, mais j'ai quand même tout dit en espagnol, ce que j'avais écrit. Et c'était extraordinaire. Et elle m'a dit, mais qu'est-ce que je suis heureuse, qu'est-ce que je suis contente. Mais alors, quand est-ce que tu viens? Quand tu viens nous voir? Et là, je me sentais accueillie. Mais vraiment, quoi. Et c'était fou. Et j'étais là, bah, je pars dans 4 jours, là. Et elle m'a dit, mais il n'y a aucun problème. Quand tu es en Colombie, dès que tu es installé, tu nous appelles, quoi. Waouh, c'est magique, quoi. Donc je suis partie. Et puis alors, juste pour la petite anecdote quand même que je trouve très drôle, c'est que quand je suis arrivée à Bogota, faut passer l'immigration.
Et là, ben, tout ce processus, hein, il a fait de moi une Colombienne plus vite que j'ai eu le temps. Et j'arrive à l'aéroport de Bogota, puis je passe tout droit. Je suis black, je ressemble à tous les Colombiens autour de moi. Pourquoi passerais par l'immigration? J'arrive devant le gars, il me fait avec mon passeport suisse. Et là, c'est marrant parce que je l'ai ressenti presque comme une injustice. Genre, mais tu vois pas que moi je viens de chez toi? Même s'il y aurait pas eu de passe-droit, on est d'accord, mais tu vois, pour te dire. Et bon, alors bref, je suis rentrée en Colombie et là, ben voilà, je suis arrivée. Bon, 16 heures de vol dans les pattes et tout. Le lendemain, j'ai appelé Mercedes. On a convenu de se voir. Son fils est venu me chercher à l'hôtel, donc le surlendemain. Comme ça, le premier jour, je peux aller me promener dans Cali, tout ça. Et je me sentais chez moi. J'étais en tongs. Je me baladais et j'avais reçu des lunettes de soleil de l'Euro du mondial rouges avec les croix suisses sur les bords des lunettes et je portais toujours ma casquette à l'envers et avec mes lunettes suisses, j'étais encore plus heureuse d'être colombienne avec une paire de lunettes en plastique suisse, quoi. Et du coup, je me baladais dans les rues. Je ressentais plus tout ce que je peux sentir ici à Genève des fois, de la peur. Pourtant, c'est pas le pays le plus cool du monde, hein. On n'est encore pas au Mexique ou au Honduras, mais on n'est pas loin. Aucune peur. Comme si toute la terre, les racines que j'avais pas eues pendant tellement longtemps, disaient ça y est, t'es revenu et on t'attendait, t'es là. Ben welcome, welcome home quoi, t'es chez toi. Bienvenida à casa quoi. Voilà. Et du coup, quand je suis allée chez Mercedes, ben je lui ai expliqué que voilà, j'avais amené des cadeaux, j'avais amené des habits, j'avais amené des stylos, des jouets, des peluches pour les enfants de l'orphelinat et que j'aurais aimé retourner à l'orphelinat et que je savais pas comment m'y prendre. Puis là, elle m'a dit bouge pas, je vais m'en occuper vu que elle m'a bien expliqué que c'était pas facile d'y aller, que le bien-estar familial qui gère tout ça, qui est l'État colombien en fait, mais qui gère les adoptions, le social, veut pas qu'on y aille comme ça. Bon, ce qui est logique parce qu'on veut pas non plus avoir des gens qui aillent voir les enfants un peu comme des bêtes de foire, tu vois. Mais là, en l'occurrence, elle a vraiment dû marner et elle est venue avec moi. Et on était devant la Casita de Belén, hein, c'est le nom de l'orphelinat, qui a été entièrement refait. Et on est rentré et je me suis retrouvée au début de ma vie. Et en fait, alors le premier choc, c'est que j'avais complètement fantasmé où j'avais été abandonnée. Parce que ma mère m'avait dit oui, pour moi, il y avait couvent de sœurs françaises. Donc, dans ma tête, je voyais une place avec une église. Je sais pas, hein, c'est dans ma tête, mais c'est resté, j'ai jamais posé de questions en plus. En fait, non, c'est un quartier louche, horrible, fait que de bâtiments en briques rouges. Et il y avait rien. Et là, déjà, waouh, ok, bon. Ensuite, tu rentres et en Colombie, tout est fermé, hein, parce que sinon, tu as zéro sécurité. Donc, tout le monde vit dans sa prison en Colombie, en fait. Il y a des barreaux de partout. Il y a un garde, un grand blague de 2 mètres qui faisait... Et on a dû justifier, voilà. Et là, j'entre dans cet orphelinat. Je passe 2 portes comme des portes de prison. C'est déjà bizarre. Bon. Et là, je tombe sur 90 enfants de entre 0 et la plus âgée avait 8 ans, c'était la seule. Donc je dirais la moyenne c'est 0, 4 ans, 4 ans et demi. Et là, ils arrivent vers toi et ils se présentent, ils se tiennent droit, ils se font beaux comme si le fait qu'ils se montent sous leur meilleur jour, tu vas pouvoir les emmener, les sortir de là. Et ça, tu le comprends très vite. Et là, c'est pas facile, hein. Donc on m'a montré où ils mangeaient et tout. Alors il y a eu des améliorations, que le médecin il vient quand même une fois par semaine, enfin toutes ces choses-là, quoi. Et après, on m'a dit, ben voilà, là-bas, il y a comme tu vas pouvoir te mettre là-bas et puis leur distribuer les cadeaux.
Puis là, ben, il y a tellement d'attentes, tu sais, à un moment donné, tout part, tu vois, comme ça. Et c'était fou parce qu'il y avait il y avait une nounou qui longeait les enfants. Ils étaient alignés, 9 enfants. Elle en changeait un, quand elle arrivait au bout, elle recommençait. Et il y avait une petite fille de couleur, là, couchée par terre, qui pleurait. Et elle me ressemblait tellement. Et je me voyais en elle. Puis je demande gentiment, est-ce que je peux la prendre dans mes bras? Puis elle me dit, si, si. Tu sais quoi, je la prends contre moi. Elle arrête de pleurer. Elle a un sourire. Elle devait avoir, je sais pas, elle commençait à peine à marcher. Peut-être qu'elle avait un an, quoi. Et, et je la tenais et c'était comme si je tenais mon moi enfant avec lequel j'arrivais pas à connecter, en fait, quoi. Et au moment où j'ai voulu la reposer, ben, mélodrame, quoi. Elle était accrochée à ma jambe, elle hurlait et tout, et je m'en voulais presque je m'en voulais d'avoir voulu la prendre dans mes bras, et en même temps, elle me faisait tellement de peine de pleurer, et je crois que j'avais besoin de prendre peut-être mon, mon miroir, parce que c'est un petit humain, et pour moi, comme je considère qu'on fonctionne beaucoup en miroir, euh, ben, j'avais besoin peut-être de prendre mon moi extérieur dans mes bras. Donc, je m'en voulais et en même temps, je pense que c'était quelque chose d'important. Puis voilà, la visite après, elle est timée, tu montes, voilà, les chambres, les machins, les trucs. Bon, Mercedes a pu me montrer le type de lit dans lequel j'étais. Ouais, c'est effectivement, voilà. Et après, on est reparti. J'ai tout donné. Et puis après, j'ai passé 2 jours chez Mercedes. Et là, c'était les 2 jours les plus colombiens de ma vie et les plus géniaux. Et je sais pas comment te dire, quoi. C'est tellement toute une histoire, quoi. Mais bref, j'étais chez moi. C'est bon. Et après, je suis partie à Carthagène des Indes. Et là, je voulais quand même visiter un peu parce que 16 heures de vol, tu restes pas une semaine, quoi. Enfin, mon frère le fait, mais moi, j'ai pas le courage. Donc, du coup, j'étais à Carthagène des Indes et là, je rencontre un ami dans un bar. Enfin, un ami. Non, je ne connaissais pas. Je vais boire un verre dans un bar et on crush. Et en fait, on est toujours en contact. Donc, ça fait 4 ans que je suis pas allée. On s'appelle frère, sœur, parce que finalement, dans l'adoption, ça, c'est quelque chose que je t'ai peut-être pas dit, mais que moi, je vis très fort. C'est qu'en fait, le lien du sang, il n'a pas du tout le même rapport pour moi que pour d'autres, en fait. Donc, pour moi, le lien du sang, il veut rien dire. Le lien, il est là, quoi. Et du coup, c'est mon frère. En fait, c'est comme si j'avais 2 frères. Il y a mon frère qui est adoptif, qui est là, et il y a mon frère qui est mon frère de famille, qui me demande rien, hein. Me demande pas d'argent, rien. Donc, c'est vraiment sincère, parce que tous ceux que j'ai pu rencontrer qui sont restés en lien, qui n'étaient pas sincères, je veux dire, tant qu'ils ont vu que je versais rien, ils ont disparu les uns les autres. Le seul qui est resté, c'est lui. Et, et même quand il a vu quand encore des fois il voit que je suis pas bien, il me dit, mais Hermana, viens. Et je lui dis, mais j'ai pas de thune. Il me dit, mais prends juste l'avion, tu vis chez moi, t'es ma sœur, tu manqueras de rien. Et du coup, voilà, c'est comme si euh, je m'étais quelque part fait réadopter. Ça paraît, mais pour moi, c'est important. Euh, et en plus, il est vénézuélien, donc c'est drôle, mais qui vit en Colombie. Mais je me suis fait réadopter dans mon pays par des gens qui existent, quoi. Enfin, voilà. Et, euh, et voilà. Et depuis, ben, évidemment que tu reviens plus jamais pareil de ça. Donc, déjà, quand je suis revenue, je comprenais même plus ce que je faisais là. J'étais hagarde aux arrêts de bus et je planais. Il m'a fallu un mois, je crois, pour arriver à revenir dans mon côté à peu près suisse, quoi. Et tout ça, c'est quelque chose que t'as raconté après à tes parents? Ou tu l'as gardé plutôt pour toi? Non, alors ma mère, je lui parlais tous les jours par WhatsApp parce que ben aussi ça me rassurait, c'est ma mère, quoi. Quand même, je veux dire, même s'il y avait tout ça, et puis mon père était malade, quoi. Puis c'était aussi dur pour moi. Et du coup, en fait, elle a suivi jour par jour parce que je l'appelais tous les jours.
Donc en WhatsApp, et puis je lui montrais, je dis regarde où je suis et tout, parce que quand t'as du réseau là-bas, t'en profites. Et voilà quoi. Donc et puis aussi, ben après quand je suis rentrée, oui j'ai montré les photos, oui j'ai raconté des détails, mais en fait concrètement jour par jour, elle savait ce que je faisais quoi. Et comment je le vivais. Après, je lui parlais pas tellement des émotions, de tout ça, parce que ça m'appartenait. Oui, il y a des choses que je lui ai dites, deux, trois, mais... Ah oui, il y a un truc qui est sorti, pardon, que j'ai oublié, que tu m'as fait remonter. Pour la première fois, quand j'étais là-bas en WhatsApp avec ma mère, j'ai osé lui dire, euh, tu sais, maman, tu m'as manqué. Tu m'as manqué parce que t'étais là, mais sans être là, parce que ben tu t'occupes beaucoup de mon frère, et mon frère, il y avait une part de moi qui comprenait parce que voilà, il traversait certaines difficultés, mais on n'avait pas de relation mère-fille très forte et ça m'avait manqué. Et là-bas, c'est sorti tout seul de lui dire, ça n'avait pas été dans la conversation d'avant, et je lui dis, tu sais, maman, tu m'as manqué. Ça m'a manqué d'avoir une maman plus présente, plus maman, plus câline, plus à mon écoute, plus maman, quoi. Maman, tu m'as manqué, je lui ai dit, j'étais en Colombie. Et je l'entendais pleurer doucement de l'autre côté, mais voilà, c'était beau, quoi. C'est un beau chemin. C'est... Enfin voilà, je sais même pas quoi dire tellement c'est sincère ce que tu nous partages et moi je le ressens, je me le prends là, tu vois, et ça fait du bien parce qu'on se rend compte que nous, en tant que personnes adoptées, on peut vivre des choses compliquées, mais on peut vivre aussi des choses très très belles Mm. et c'est chouette. Ouais, c'est clair. Merci beaucoup. Je voulais terminer, si t'es ok, sur le sujet. Alors, tu m'en as parlé un tout petit peu, mais aujourd'hui, tu fais partie d'une association qui accompagne des parents qui sont en parcours d'adoption, c'est ça? Alors, maintenant plus, parce qu'il y a eu le Covid entre deux qui est passé, mais Ouais. avant, oui, c'est vrai que on me proposait souvent d'intervenir dans le cadre de la formation des parents préadoptants, qui est obligatoire maintenant. Donc autant dire que les parents ils viennent déjà pas avec la joie de, enfin ça les gonfle quoi. Ce que je peux comprendre parce que eux ils font un chemin de fou et ils doivent prouver qu'ils sont bons et que tu as des parents thugs, des parents, bah, moi qui suis dans le social je peux t'en parler, puis j'ai travaillé en foyer donc quelque part je pouvais comprendre mais en même temps bah voilà quoi. Donc oui j'intervenais et et quand j'intervenais dans ces moments d'échange, en fait, c'est eux qui me posaient des questions. Et moi, je répondais. Donc, oui, j'avais des questions du style, mais comment vous pensez que on peut accueillir le mieux un enfant? Qu'est-ce qu'il faudrait faire? Qu'est-ce qu'il faut pas faire? C'est beaucoup de choses comme ça hein, qui se posent comme question les parents en attente, quoi. Même s'il y a cette envie, ils ont donc moi j'ai toujours pris et toujours commencé avec l'image que je t'ai racontée l'autre jour, en disant bah voilà, hein, imaginez-vous que si vous voulez un citronnier qui vient de l'Italie du Sud ou je sais pas où, votre citronnier quand il est petit, on va aller le déterrer là-bas, on va le mettre dans un pot, puis il va arriver là chez Jardiland ou je sais pas où, et puis vous allez aller acheter votre citronnier. Très bien, vous l'avez. Maintenant, si vous ne le plantez pas au bon endroit, si vous en prenez pas soin, si vous le délaissez, ben votre citronnier il va rien donner. Il va pas faire de racines, il va pas. Ben voilà, j'ai dit c'est pareil pour nous en fait. Vous venez nous chercher euh, à des kilomètres, voire à l'autre bout de la terre pour certains, et vous vous rendez pas compte que nous, quand on est là, on vit presque des fois jusqu'à 30 ans, 40, et c'est pour d'autres même plus, sans jamais arriver s'enraciner. On est là comme un peu en errance. Moi, j'ai souvent dit que j'étais un patchwork parce que même si mon éducation était très
dans le cadre. Ce que moi j'avais besoin au niveau de la vibration d'amour, du lien social, je le pêchais plutôt un peu à gauche, à droite. Et l'enracinement, il est venu après la Colombie, le vrai enracinement. Où j'ai eu des questions comme ah mais nous on a adopté des enfants et on comprend pas, tous les 3 ans ou 2 ans on les emmène dans leur pays d'origine, on les ramène, ah tu vois on est venu te chercher là, tatati tatata, la dame elle était là, la nana, on comprend pas parce qu'ils s'en foutent. Ah bon? Ouais mais ils ont quel âge vos enfants? Ils ont 10 ans puis 12 ans. Ah, puis vous leur avez demandé aux enfants s'ils avaient envie d'y aller? Oui, et qu'est-ce qu'ils disent? Bah que c'est des vacances. Ah, ils vous disent pas qu'ils ont envie d'y aller? Ben non, mais bon, vous comprenez. On nous a dit qu'il fallait pas rompre avec le pays et tout. Je dis, attends, attends, attends. Effectivement, faut pas rompre, mais le rythme, c'est celui de l'enfant, c'est pas le vôtre. C'est le jour où l'enfant, il dit, hé, moi j'ai besoin de retrouver une part de moi que je trouve pas ici. Et c'est à ce moment-là qu'on a le plus besoin de vous pour pouvoir la réaliser, ce manque. C'est pas de nous l'imposer. Parce que si vous l'imposez, oui, effectivement, ça devient des vacances. Moi, je pense que si on m'avait emmené en Colombie tous les 4 ans, avec le déni que je faisais, oui, j'aurais fait des beaux voyages et j'aurais été en vacances tous les 4 ans, ouais. J'aurais pas pris la pleine mesure de ce qu'on est et de ce que ça signifie, quoi, que d'être adopté. Et de vivre avec ça après en Occident, parce qu'aussi après, moi je crois beaucoup à la mémoire cellulaire, ça je leur en ai aussi beaucoup parlé aux parents, en disant que au-delà de l'âge, parce qu'il y en a qui ont été adoptés aussi à 4 ans, à 5 ans, hein, parce qu'en général les parents préadoptants, idéalement ils aimeraient des bébés. Puis quand ils peuvent pas, ben ils vont quand même prendre des enfants qui ont 3 ans, 4 ans, 5 ans, et des fois c'est encore moins facile parce qu'ils ont un souvenir, ils savent ce qui s'est passé, ils ont vécu et il y a beaucoup de champs de tension. Mais voilà quoi, c'est pas, on peut pas, c'est le rythme. Vraiment, c'est le rythme de l'enfant, c'est pas le rythme du parent pour retourner à ses racines, parce que les parents, leurs racines, elles sont là. Donc voilà, c'est un peu beaucoup les questions qui sont souvent revenues, qui m'ont souvent interrogée, puis je cherchais toujours une image de comment parler, jusqu'au jour où je suis tombée sur cette image-là qui m'a bien plu, parce qu'il y avait l'enracinement, et comment aider à ça, et puis aussi le respect. Parce qu'on nous demande, nous, le respect, hein, quelque part. On nous dit beaucoup, hein, t'as de la chance. Voilà, je te l'ai déjà dit tout à l'heure, donc je reviendrai pas dessus, mais oui, c'est tellement extraordinaire, ces parents qui adoptent. Mais nous, là-dedans, nos peines, nos difficultés, le fait qu'on ne correspond pas à ce qu'ils ont imaginé, et puis qu'en plus, les gens autour nous demandent à nous de dire merci, amen. Mais on n'a rien demandé, nous. Mais ça, les gens l'oublient très vite, quoi. Très, très vite. Parce que dans les pires moments de nos vies, et je peux même dire moi de la mienne, je me suis dit, mais putain, j'aurais préféré crever là-bas, en fait. Au moins, j'aurais crevé là-bas. Pas dans un pays inconnu où j'ai envie de crever, là, maintenant, comme on peut être quand on a 17 ans, complètement. Et dans un pays qui n'est pas le mien. Et pourquoi je suis pas morte, en fait, plutôt que d'avoir été emmenée, tu vois, enfin, voilà, quoi, c'est. Donc, voilà, actuellement, je sais pas où ça en est, parce que le Covid, ça a vraiment rebrassé beaucoup de cartes. Mais tu vois, la vie a posé beaucoup de choses sur mon chemin, hein. Quand dans le social, j'apprenais des stagiaires comme par hasard. J'ai un stagiaire qui arrive pas à s'attacher aux jeunes et tout. Personne le comprend. Tout le monde dit qu'il est froid, insensible, et puis en fait, il est adopté. Puis quand il vient un jour en tournée avec moi, il ose me le dire parce qu'il sait que je le suis. Puis il me dit, en fait, j'ai tellement peur de m'attacher à eux, Marisol, que j'ose pas. Puis là, moi, je fais un travail complètement différent avec lui. Et puis il me remercie parce que je l'ai compris. Mais le système occidental, il n'est pas fait pour aider.
On va juste dire, ah ouais, mais celui-là, il a un problème relationnel. Mais non. En plus, lui, il était le seul à adopter dans une famille qui avait 4 enfants naturels. Fallait imaginer pour lui, quoi. Mais ça, il n'y a que nous qui pouvons imaginer. C'est ce qui fait la différence, parce que souvent, on va dire, dans toutes les familles, il y a un problème avec l'un ou l'autre. Dans toutes les familles, oui. Mais cette différence, cet abandonnisme, qui est subtil, hein, qui est vraiment, ça peut être très subtil chez certains, c'est bien là. Et je crois que ça, il faut que ça soit extrêmement respecté, entendu. On ne demande pas de comprendre, mais au moins entendu. Et je te remercie infiniment pour ces dernières paroles. C'est un beau message que tu nous passes et que tu passes à tous ceux qui nous écoutent. Je te remercie infiniment pour notre échange. Merci à toi pour ton invitation, ton accueil, d'avoir ouvert une porte. Là, je sais pas si je te remercie, mais... mais du coup, je vais devoir aller creuser, mais merci. Tu me tiendras au courant. Évidemment. J'ai envie de continuer à savoir comment tu avances sur le sujet. Si nos auditeurs ont envie d'échanger avec toi, de papoter avec toi ou juste de t'envoyer un petit message, où est-ce qu'ils peuvent se retrouver ? Sur mon Instagram. Ok, ça marche. Bon, du coup, je mettrai ton compte Instagram dans les notes de l'épisode. Oui, tu peux, il n'y a aucun souci. Et puis, si tu m'autorises juste un tout petit thème, parce que Vas-y. Quitte à ce que les gens échangent avec moi, volontiers, s'il y en a qui se posent la même question que moi, en fait, je t'ai parlé très vite, et je vais le faire très très vite, de ce qui me préoccupe en ce moment, qui est vraiment d'avoir réalisé qu'en fait, moi je suis née en fait le 17 janvier, réellement, ça je l'ai découvert. Je ne le dirai pas comment, mais je l'ai découvert. Et ma date de naissance, c'est le 21 janvier. Et en fait, ces jours-là, ça veut dire que du moment 17 janvier où un enfant normal, même si on l'appelle encore crevette parce que les parents n'ont pas trouvé le prénom, il est contre ses parents, contre son père, contre sa mère, il est aimé. Moi, je ne l'étais pas. Et puis après, dans ces 3 jours, ou 4 jours, on m'a posé dans un carton en pleine nuit devant l'orphelinat, seul, sans rien et sans prénom. C'est quelque chose qui vient beaucoup me toucher en ce moment. Et comment exister quand il n'y a rien pour te nommer et il n'y a personne? Le bébé, j'étais quoi, le bébé du carton? Et là, on en a parlé, mais j'avais juste envie de finir là-dessus, si d'autres ont vécu cette expérience, parce que volontiers qu'ils prennent contact avec moi, je me demande comment ils ont pu résoudre ou comprendre ça pour que ça soit acceptable. Parce que pour moi, c'est devenu une brèche qui s'est ouverte, mais qui est douloureuse en fait. Elle est douloureuse parce que ça veut dire que j'étais rien. Enfin, visuellement, j'étais un bébé, j'étais personne du 17, 18, 19, 20 jusqu'au 21 janvier. J'étais personne. Et voilà, si ce message, tu veux bien qu'il passe. Avec plaisir. Et voilà. Merci beaucoup. Ça fait plaisir. N'hésitez pas à contacter Marisol sur le sujet, vraiment. Je te remercie encore infiniment pour notre échange sur cet épisode. Je te souhaite un beau parcours de réflexion, en tout cas. Et je te dis à très bientôt. À très bientôt. Belle journée à toi et à tous. Merci beaucoup. Ciao, ciao. Et voilà, c'est fini pour cet épisode. Si tu souhaites faire passer des messages ou réagir à cet échange, tu peux le faire sur le compte Instagram 7h30.podcast. Je me ferai un plaisir de les relayer à la personne qui vient d'échanger avec nous. D'ailleurs, si cet épisode t'a plu, je t'invite à en parler autour de toi et à mettre 5 étoiles et un commentaire si tu en as envie sur Apple Podcast. Ça permet de donner de la visibilité au podcast ainsi qu'à tous ces échanges. Et si tu as envie de partager ton histoire et ton parcours à ton tour,
Je t'invite à remplir le formulaire qui est en lien dans les notes de ce podcast. J'échangerai avec toi avec grand plaisir. En tout cas, d'ici là, je te dis à la semaine prochaine.